Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, un essai que vous attendez depuis très longtemps, je le sais, celui du Renault Scénic E-Tech électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Évoqué en 2022 sous les traits du concept car Scénic Vision, puis présenté l'année suivante au salon IAA Mobility de Munich dans sa version définitive, le Renault Scénic d'aujourd'hui n'a strictement plus rien à voir avec son illustre ancêtre. Souvenez-vous, la première génération sortie en 1996, une première génération qui s'appelait encore à l'époque Renault Mégane Scénic. En 2024, le Scénic, c'est forcément un SUV et plus un monovolume. Et puis sa motorisation, elle est forcément 100% électrique. Le Renault Scénic E-Tech électrique qui se trouve derrière moi, qui s'est d'ailleurs vu décerner le titre de voiture de l'année par le jury de Car of the Year. Rien que ça. Alors quels sont les atouts mais également les faiblesses de cette nouveauté Made in France tant attendue? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée, mais pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc forcément dans cet essai. Avant de démarrer cet essai, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, c'est une voiture qu'on connaît déjà un petit peu puisqu'il s'agit de la nouvelle Mini Cooper. On a déjà essayé le Countryman. L'intérieur, ce sera à peu près la même chose. Est-ce qu'au niveau des sensations, ce sera la même chose? Eh bien, rendez-vous dans le prochain essai pour le savoir. On s'intéressera d'abord au premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres quand j'irai chercher la voiture. Et puis une semaine après, ce sera évidemment le grand essai électrisant, celui du Renault Scénic E-Tech électrique. Ça démarre maintenant. À l'extérieur, selon moi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, eh bien ce nouveau Scénic, c'est une vraie réussite. Il est original sans en faire des caisses, ce qui finalement lui apporte énormément d'élégance. Alors, je ne suis pas fan de la couleur blanche, mais que dire, regardez, de cette couleur grise qui, selon moi, lui va à ravir, mais c'est très personnel, évidemment. Il est plus court qu'un Peugeot i3008 de 7 cm et pourtant il paraît bien plus élancé. Sa partie arrière est moins clivante, même s'il partage ses lignes très carrés finalement, qui n'ont d'autre but que d'améliorer l'efficience et donc au final l'autonomie. Les dimensions du Renault Scénic E-Tech électrique, sa longueur c'est 4,47 m, sa largeur 1,91 m, ce sera 2,09 m avec les rétroviseurs, sa hauteur 1,57 m et son empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, et de l'empattement dépend l'espace à l'intérieur, eh bien il est très généreux, c'est 2,79 m. Qu'est-ce que ça donne à l'arrière? On ira y faire un tour tout à l'heure et je peux vous dire que la surprise, elle sera plutôt bonne. 2,79 m d'empattement, c'est 10 cm de plus que sa petite sœur, la Renault Mégane E-Tech électrique. Et vous, que pensez-vous de l'extérieur, de la ligne de ce Renault Scénic E-Tech électrique? Est-ce qu'il vous plaît? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Comme la Mégane électrique et la Renault 5, eh bien, ce Renault Scénic E-Tech électrique, il est fabriqué en France, dans l'usine Electricity, la manufacture Electricity de Douai, et son moteur, lui aussi, est fabriqué en France dans la Mega Factory de Cléon. Notez que 50% des pièces qui composent ce véhicule sont également françaises, dont la moitié à peu près sont fabriquées à moins de 100 km de l'usine. Voilà une voiture qui revendique son origine franco-française aussi dans sa fabrication, et elle l'affiche clairement au pied du pare-brise avec ce coq français qui se dresse fièrement, ce que le conducteur peut voir en permanence en roulant. La plateforme utilisée est la plateforme Ampère Medium, Ampère du nom de la nouvelle entité de Renault Group dédiée à l'électrique et au logiciel. Sous le capot, on va retrouver un moteur synchrone à rotor bobiné qui entraîne donc les roues avant, c'est une traction. 2 versions sont disponibles, la version Comfort Range en entrée de gamme ou autonomie confortable qui propose 125 kW de puissance, c'est-à-dire 170 chevaux, un 0 à 100 abattu en 8,6 secondes et un couple de 280 Nm. Ensuite, on a cette version, la plus puissante avec la plus grande autonomie, la version Long Range ou
grande autonomie, une puissance de 160 kW, c'est-à-dire 220 chevaux, un 0 à 100 abattu en 7 secondes et 9 dixièmes et un couple de 300 Nm. Voilà pour les chiffres. A priori, on restera en 2 roues motrices, pas de version à 4 roues motrices qui sont annoncées, 2 roues motrices traction. En termes de motricité, on verra tout à l'heure sur la route que c'est pas génial. Moi, personnellement, je préfère les propulsions, mais dans cette voiture, ce n'est pas possible. Sous le plancher, entre les 4 roues, 2 tailles de batterie sont disponibles en fonction des versions sur ce Renault Scénic E-Tech électrique. Alors on est sur une technologie 400 volts. On verra qu'en termes de vitesse de recharge sur un long trajet vers Marseille, ce que je vous propose toujours de virtuellement faire via l'infodivertissement, eh bien on verra que les arrêts seront forcément plus longs que la semaine dernière avec l'Audi Q6 e-tron et sa technologie 800 volts. Dans tous les cas, ce sont des batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt. Alors au niveau des autonomies, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein, dès l'entrée de gamme. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Comfort Range? Parce qu'en entrée de gamme, l'autonomie est déjà quand même relativement confortable. On est sur une batterie de 60 kWh utile, avec une autonomie annoncée de 430 km pour une batterie qui pèse 411 kg, comme ça vous savez tout. 515 kg, ça c'est le poids de la batterie qui équipe cette version, la version la plus puissante de 220 chevaux. La version Long Range ou grande autonomie, une batterie de 87 kWh utile, donc réellement utilisable, et une autonomie annoncée comprise entre 606 et 623 km à peu près en fonction des versions et des finitions. Alors ça c'est pour la théorie, qu'en est-il dans la vraie vie? Combien de kilomètres suis-je parvenu à parcourir sur une seule charge avec cette voiture dans mes conditions normales d'utilisation du quotidien, sachant que ce SUV, qui n'est pas un tout petit SUV, qui n'est pas un maxi SUV non plus, mais voilà, qui est quand même d'une taille raisonnable, eh bien, il est relativement léger, entre 1747 et 1918 kg en fonction des versions, des finitions, etc. Ce qui est relativement raisonnable pour un SUV 100% électrique. Les vrais chiffres donc auxquels je suis arrivé, c'est pour tout à l'heure. Pour recharger la batterie du Renault Scénic E-Tech électrique, ça se passe, vous le voyez, à l'avant du côté droit, voilà qui est original. Et quand on ouvre la trappe manuelle, franchement, la semaine dernière, c'était galère avec le Q6 e-tron et sa trappe électrique. Là, il n'y a rien de plus simple. Voilà, on ferme, on ouvre. C'est super simple. Quand on ouvre, il y a 2 connecteurs, un qui est directement accessible, ça aussi c'est très bien, parce que c'est celui qu'on va utiliser le plus régulièrement. C'est la recharge du quotidien, la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. C'est donc le connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué alors de 7 kW de série, mais 22 kW en option, une option qui est assez chère d'ailleurs je pense. 7 kW ou 22 kW, ça va pas donner la même chose en termes de temps de recharge. Alors avec la plus petite batterie, donc en Comfort Range, la batterie de 60 kWh utile, eh bien on sera sur 3h15 avec le 22 kW, on sera sur 9h15 avec la recharge sur du 7 kW. Et puis avec cette version, la version Long Range et sa batterie de 87 kWh, eh bien là on sera aux alentours de 5 heures pour une recharge complète avec le chargeur de 22 kW. Ce sera 13 heures avec la recharge sur du 7 kW, chargeur embarqué donc de 7 kW de série sur les 2 versions, Comfort Range ou Long Range. Alors ça c'est pour la recharge du quotidien sur le courant alternatif. Bien sûr avec cette voiture vous pouvez recharger également sur le courant continu, c'est-à-dire à des superchargeurs, moyennant évidemment l'utilisation du connecteur combo CCS, c'est-à-dire la somme des 2 connecteurs ici avec cette grosse prise que vous allez pouvoir, cette grosse fiche que vous allez pouvoir ici rentrer dans les 2 connecteurs. Au niveau des puissances acceptées, c'est pas tout à fait la même chose. On est sur 150 kW de puissance sur la version Comfort Range, 170 kW de puissance sur la version Long Range. Par contre, au niveau des temps de recharge, ce sera à peu près similaire. 32 minutes dans le meilleur des cas avec la petite batterie, 37 minutes avec la plus grosse batterie, toujours dans le meilleur des cas, pour faire un 15-80%. Alors j'ai voulu vérifier cette semaine si ce 15-80%, il est bien respecté, il est bien effectué en 37 minutes. Voilà ce que ça donne. En général, c'est vrai que je ne le fais pas durant mes essais Charging Station, mais aujourd'hui, bon, ça s'y prête et donc je vais pouvoir vous proposer une session de recharge à un chargeur ultra rapide. Ce sera un chargeur Fastned avec ce Renault Scénic E-Tech. La batterie est chargée à 19%, le chargeur est à 10 km d'ici. Je vais commencer par introduire l'adresse du chargeur dans le système d'infodivertissement et puis on est parti. Allez, je rentre l'adresse dans Google Maps, l'adresse du chargeur, c'est un chargeur Fastned. Voilà. Fastned Everberg Sud, le voici.
13 minutes pour m'y rendre, j'y arriverai à 17 h. Là, je sais que j'ai 6 chargeurs sur 8 qui sont disponibles, 16% à l'arrivée, hein, j'ai 19% maintenant, donc ça va consommer 3%. Et je vais pouvoir démarrer le trajet. Voilà, continuer. Et c'est parti, on s'y retrouve. Me voici arrivé au chargeur rapide. Alors, je prends ma petite carte Easy Charge. Je vous la conseille, hein, d'ailleurs, si vous êtes en Belgique, vous cherchez une carte qui est valable partout, en Belgique et ailleurs. La carte Easy Charge, easycharge.be. Petit swipe ici sur la station. Elle me demande quel connecteur je veux utiliser. C'est le 5. Voilà. Ensuite, j'ouvre la trappe de recharge. Ici, le petit cache du connecteur combo CCS, voilà, connecteur numéro 5, voilà, c'est parti, ça devrait démarrer, donc elle est bien à 16% pour démarrer. Normalement avec cette version on peut aller jusqu'à 150 kW et on va quasiment arriver aux 150 kW, voilà, 143, 144 par là. Alors, combien au final pour ce 16 à 80% sur ce chargeur Fastned? Eh bien, on va le savoir tout de suite. On va réactiver. 80%, on y est. On est sur 35 minutes et 39 secondes, 40 secondes, avec encore là une vitesse de recharge de 59 kW. Donc on est quasiment au bout de la recharge, hein, c'est les dernières secondes. Et la promesse, elle est tenue, hein, c'est 37 normalement, donc à 1% près, on est quasiment à la même chose, on est tout petit peu moins. Donc la promesse, elle est tenue, on peut recharger de 15 à 80%, effectivement, comme c'est indiqué dans les données constructeurs, en 37 minutes avec ce Renault Scénic E-Tech. Notez enfin que la pompe à chaleur est de série sur toutes les versions du Scénic E-Tech électrique, ce qui n'est pas le cas de son concurrent direct, le Peugeot i3008, qui la propose en option. Dans la suite de cet essai, on s'intéresse aux places arrière. Il y a pas mal de choses à dire, ce sera dans un instant. On passera ensuite à l'avant avec la description complète du tableau de bord. Et puis direction la route et mes impressions sur la route après une semaine au volant de ce Renault Scénic E-Tech électrique. D'abord, on va s'intéresser au volume de chargement, 545 litres. Ça, c'est le volume de chargement disponible avec la banquette arrière en place qui est fractionnable d'ailleurs. 40, 20, 40, on va le voir dans un instant. D'abord, l'ouverture, elle est électrique sauf sur la finition d'entrée de gamme, avec chaque fois un petit bip histoire d'énerver les voisins. Ouverture électrique donc sur cette version supérieure et la finition intermédiaire également. Banquette arrière 40, 20, 40. Et puis au niveau des aspects pratiques, on a à gauche comme à droite un petit crochet histoire d'accrocher les sacs de course et éviter que ça se promène à l'intérieur, c'est sympa. Et puis à droite, on a la petite lampe et la prise 12 volts également. Toujours bien pratique, hein, dans le contexte familial de ce Renault Scénic E-Tech électrique. Le plancher du coffre, il est très bas, mais je pense qu'en accessoire, on peut acheter des sortes de modules préformés qui permettent de rehausser le plancher du coffre. Dites-moi si je me trompe et si vous avez cette information, n'hésitez pas à la communiquer dans les commentaires. Et puis quand on soulève le plancher du coffre, eh bien on constate qu'il y a là un espace de chargement supplémentaire, un espace qui pourra accueillir les câbles de recharge. Alors c'est vrai qu'on aime bien, certainement si on recharge souvent à l'extérieur, qu'il pleut, que les câbles sont mouillés, etc. On aime bien les mettre plutôt à l'avant, dans un espace dédié, un frunk, mais on l'a vu dans cette voiture, il n'y a pas de frunk. Et donc forcément les câbles devront prendre place soit dans le coffre, soit dans le sous-coffre. C'est un petit peu plus gênant, mais voilà, au quotidien, il va falloir s'en contenter. Alors certains me diront, oui, mais quand on part en vacances et que c'est chargé, avoir les câbles là-bas dans le fond, c'est pas génial. Bon, évidemment, si vous partez en vacances et que vous chargez complètement le coffre, vous retirez les câbles et vous les placez de manière plus disponible, hein, plus accessible sur les bagages, par exemple. Voilà, donc 545 litres. Si on rabat complètement la banquette arrière, alors là, on constate qu'on a une petite bosse, hein, étant donné qu'on a ici un plancher qui est particulièrement bas au niveau du coffre, et on obtient 1670 litres de volume de chargement. Voilà des valeurs qui sont quand même extrêmement généreuses. Le seul petit bémol, et certains l'ont déjà formulé dans les commentaires de la vidéo premier trajet, c'est qu'effectivement on a une belle hauteur, on a une relativement belle profondeur de chargement, mais en largeur c'est un petit peu plus réduit. C'est vrai qu'on a un module ici qui est assez épais de chaque côté, donc on n'a pas une largeur qui est vraiment gigantesque au niveau de ce coffre. C'est peut-être le seul petit bémol. Avant de passer à l'avant, me voici installé donc à l'arrière, sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? La réponse clairement c'est oui.
c'est là qu'on retrouve les gènes du Scénic. Alors l'ouverture de la portière, déjà, elle est extrêmement large, hein, vous le voyez, l'ouverture, elle est vraiment très bien. Si vous avez des enfants, des sièges auto, etc., ce sera très apprécié. Ensuite, alors il y a plein de choses à dire ici à l'arrière. La banquette, elle est relativement inclinée, donc c'est beaucoup plus confortable que d'être très droit comme ça. Donc ça, c'est agréable également. On a beaucoup de place pour les pieds, on a de la place également au niveau des genoux. Le siège avant, il est réglé comme pour moi et mon 1,90 m, et vous voyez à l'arrière, il y a une place qui est gigantesque, hein. J'ai vraiment 5-6 bons centimètres avant d'atteindre le siège avant. Imaginez avec quelqu'un de plus petit à l'avant, la place, elle est vraiment énorme. Et puis j'ai regardé la vidéo de mon confrère de Mécanique Sportive que je salue, et je ne comprenais pas pourquoi il s'extasiait en s'installant à l'arrière du confort proposé par la banquette arrière, et je comprends maintenant pourquoi. Ça fait une semaine que je roule avec cette voiture, je m'étais pas encore installé ici à l'arrière, et franchement, bah ouais, je comprends pourquoi il s'extasiait, parce qu'il y a de quoi s'extasier. Le confort, il est vraiment très bon. Le maintien en fait ici à l'arrière, il est vraiment excellent. Je n'ai sans doute jamais été aussi bien maintenu à l'arrière d'une voiture que dans ce Renault Scénic E-Tech électrique. Alors au niveau des aspects pratiques, il y en a beaucoup. Là aussi, on retrouve l'esprit scénique, l'esprit famille. On a des petites pochettes ici au-dessus. On a des poches aumônières de manière plus classique. On a 2 prises USB entre les 2 sièges. Alors vous savez ce que j'en dis en général quand elles sont situées aussi bas, c'est que moi je préfère les solutions à la coréenne où on a des prises sur les parties intérieures, les dossiers intérieurs des sièges avant. Sauf qu'ici il y a une petite astuce, je vous la dévoile dans un instant. Avant ça, d'abord le plancher qui est parfaitement plat et la console centrale à l'avant qui ne recule pas de trop, et donc même sur la place centrale, eh bien, on pourra utiliser confortablement l'espace disponible pour y loger ses pieds. On ne devra pas chevaucher un tunnel qui existe ou qui n'existe pas simplement parce que la console centrale recule de trop, comme c'était le cas dans l'Audi Q6 e-tron. Non, ici pas du tout, il y a vraiment de la place pour les pieds des 3 personnes que vous allez placer ici à l'arrière. Alors on a ce toit Solar B qui est électrochromatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est constitué de cristaux qui vont réagir à l'impulsion électrique et qui vont plus ou moins opacifier le toit vitré de cette voiture. Alors le petit bémol, je trouve ça très bien hein, d'un point de vue technologique, c'est rigolo, c'est sympa, mais le petit bémol c'est que, et c'est le cas sur toutes les voitures équipées de ce genre de technologie, l'ID7 de Volkswagen par exemple, c'est le cas également, c'est que quand c'est soi-disant clair, en fait il y a toujours un aspect un petit peu laiteux, on n'a jamais un toit qui est vraiment clair, une vitre qui est vraiment transparente, et ça c'est le seul petit bémol. Pour le reste c'est assez sympa et vous pourrez choisir de ne masquer, de ne couvrir, de n'opacifier qu'une partie, une moitié de ce toit. La partie arrière, par exemple, si vous avez des enfants qui dorment à l'arrière, vous voulez sur un long trajet opacifier uniquement l'arrière, eh bien c'est possible. Donc ça c'est pour le Solar B, c'est-à-dire le toit électrochromatique disponible dans cette voiture. Pour le reste, on a fait déjà à peu près le tour. On voit déjà au niveau des finitions, etc. Bon, ici à l'arrière, par exemple, voilà. C'est très plastique, ça sonne creux. Au niveau des portières, c'est pas génial. C'est clairement, si vous avez suivi la vidéo premier trajet, le bémol hein, pour moi de cette voiture, c'est la qualité. Alors pas des assemblages, mais la qualité des matériaux, je dirais. Certains sont vraiment un petit peu plastoc, c'est pas sympa. Alors que sur d'autres aspects, par exemple sur l'intérieur des vides-poches, on a de la feutrine, donc là c'est très bien par contre. Mais voilà, ici au niveau des aspects un petit peu plus plastiques, bon c'est pas génial, c'est le cas également sur l'arrière de la console centrale où c'est effectivement très plastique là aussi. Alors je vous disais qu'il y avait une petite astuce au niveau des 2 prises USB-C. La petite astuce, elle se situe ici, l'accoudoir central, ici à l'arrière, qui est vraiment très large, très grand et très complet. On y retrouve quoi? On y retrouve 2 beaux porte-gobelets. On a également une ouverture supplémentaire qui va donner accès à quoi? À un petit espace de rangement, à 2 prises USB-C supplémentaires et puis à ces petites astuces ici, ces petits manches, ces manchons qui vont se déplacer et on va pouvoir dessus mettre un téléphone ou une tablette, et ça c'est vraiment génial en termes de vie à bord quand on a des enfants. C'est vraiment super, c'est super pratique, c'est bien vu avec on sent vraiment que c'est fait pour la famille. Voilà, c'est 2 gros porte-gobelets, c'est pas juste des petites encoches où ça va être mal mis, etc. Non, c'est vraiment 2 vrais porte-gobelets avec ces encoches qui vont permettre de mettre une tablette, je le disais, ou un smartphone, et puis tous ces espaces de rangement, ces prises USB supplémentaires. Voilà, cet accoudoir central Ingenius, il est vraiment
ingénieux. Bienvenue à bord de ce Renault Scénic E-Tech 100% électrique. Alors c'est pour moi le petit ou grand bémol de cette voiture, suivant l'importance qu'on lui accorde, la présentation intérieure. Il y a beaucoup de plastique dur dans cette voiture, je l'ai déjà dit dans la vidéo premier trajet, des plastiques brillants également. On voit les traces de doigts, les poussières partout. Bon, ça fait pas très qualitatif et c'est vraiment dommage, sans que ce ne soit non plus la catastrophe. Faut pas exagérer, c'est quand même un intérieur qui est moderne, mais voilà, selon moi, il y a quand même trop de matériaux qui font un petit peu bas de gamme. Alors certainement dans les parties basses, mais aussi à l'arrière, on l'a vu sur les portières, en partie supérieure. Et puis je le disais, ce piano black ici qui va se salir et se griffer très rapidement. Pour le reste, on a une belle interface pilotée par Android Automotive. On la détaille dans un instant. Les sièges sont aussi très agréables à l'œil qu'au toucher. Là, pour le coup, ça fait cosy et c'est sympa. Et puis, globalement, les assemblages sont de qualité, même si on regrettera tout de même qu'au niveau de la finition, on ne soit pas parvenu à habiller toutes les parties où la carrosserie est visible, notamment ici, au niveau des portières. C'est un petit peu dommage. Allez, Renault, un petit effort. Rappelons que cette voiture n'est pas proposée au prix d'une Dacia Spring. Il va donc falloir faire un petit effort en termes de présentation. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Est-ce que ce trop plein de plastique, à mon goût, est-ce que ça vous dérange ou pas? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. La description du tableau de bord de ce Renault Scénic E-Tech électrique. Au niveau de la portière conducteur en partie haute, on a la poignée d'ouverture qui est noire d'ailleurs, c'est original. En partie intermédiaire, les vitres et rétroviseurs électriques. Et puis en partie basse, le vide-poche plutôt vaste et recouvert de feutrine. Ça par contre, c'est très bien. Sur le tableau de bord à gauche du volant, 2 rangées de boutons. En partie supérieure, le bouton My Safety Perso, j'y reviens dans la suite, il est très important. Et puis la commande électrique du haillon. Et puis plus bas, le frein de parking électrique et la fonction Auto Hold. Au niveau du volant, à réglage manuel, à gauche, les aides à la conduite et puis à droite, le téléphone, la commande vocale. On a la touche étoile personnalisable, la personnalisation de la partie centrale de l'écran instrument et puis la navigation dans les infos de la partie de droite de l'écran instrument. On va détailler ça dans une seconde. Derrière le volant, des palettes pour moduler la récupération d'énergie à gauche et à droite. C'est à partir du 2e niveau de finition. On en reparlera sur la route. Et puis les commodos et autres commandes. Il y en a beaucoup derrière le volant. À gauche, clignotant, appel de phare et à l'extrémité, les phares automatiques. Et puis à droite, on retrouve les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Il y a bien un essuie-glace à l'arrière sur ce Scénic E-Tech électrique. 2 autres commandes sont également présentes derrière le volant à droite. Le sélecteur de vitesse en partie supérieure et le module média, cher à Renault. Ça fait un moment maintenant qu'on a ce module média. Il est en partie inférieur. Toujours sur le volant, on va retrouver également le bouton Multisense qui va permettre de choisir à tout moment son mode de conduite, confort, éco, sport et perso, qui sont les 4 modes de conduite disponibles et que vous allez pouvoir personnaliser pour vous concocter votre mode de conduite rien qu'à vous ou presque. Et puis ensuite, derrière le volant, on a l'écran instrument d'une diagonale de 12,3 pouces. Alors comment fonctionne tout ça? Notez qu'il n'y a pas d'affichage tête haute dans cette voiture, dans ce Renault Scénic E-Tech électrique. C'est vrai qu'un affichage tête haute, quand on a un écran instrument de cette taille-là, c'est peut-être pas utile. C'est ce que certains disent en tout cas dans les commentaires. D'autres par contre, même s'il y a un écran instrument, aiment bien avoir un affichage tête haute. C'est une question de goût. Concernant ce Multisense justement, donc il y a vraiment 2 univers, 2 boutons. Ici, par exemple, on a les infos qu'on veut voir apparaître sur l'écran. Donc ça, c'est vraiment la personnalisation de l'écran instrument. Donc ça, on a les aides à la conduite, par exemple, ici. Alors, belles petites animations. Ici, on a un affichage plutôt minimaliste. Si on continue, on va avoir l'affichage de la puissance fournie, puissance récupérée. Et on a à un moment donné la carte qui vient également s'insérer ici au milieu de l'écran. Donc ça, c'est vraiment pour les informations qu'on va retrouver au centre de l'écran instrument. À droite, ici, on va pouvoir jouer avec les informations qu'on va retrouver sur la partie de droite de l'écran instrument. Là, on a le média en cours de lecture. Si on descend, on a l'éco-moniteur. On a également la distance parcourue depuis la réinitialisation, la remise à zéro. L'autonomie restante en ville
sur autoroute et moyenne. Et puis on a également la consommation depuis la remise à zéro là aussi, ou alors rien du tout si on le souhaite. Et dans ce cas-là, la partie centrale prend un petit peu plus de place. Donc ça, c'est vraiment pour l'écran instrument. Si vous voulez également changer via le multisense, changer d'univers visuel aussi, hein, c'est les changements par rapport au mode de conduite, mais ça a un impact visuel. On est ici sur le mode confort, hein, on le voit ici dans l'écran instrument. Si j'appuie et une deuxième fois, je passe sur Eco. Le mode sport qui donc est bleu dans cette voiture. Et puis si on continue, on a le mode perso qu'on va pouvoir customiser, voilà, pour qu'il ressemble le plus possible à ce qu'on adore, à ce qu'on aime bien. On pourra faire tout ça via le système d'infodivertissement. Et là, on va revenir sur confort. Voilà, ça c'est pour ce qui est donc de la partie qui est devant le conducteur. Et on n'a pas, je le rappelle, d'affichage tête haute dans cette voiture. En haut du tableau de bord, en partie centrale, dans le prolongement de l'écran instrument, mais placé verticalement, l'écran d'infodivertissement de 12 pouces de diagonale. On y revient dans un instant. À gauche de l'écran, le bouton de démarrage. À droite, on le voit, le bouton on-off et puis le volume également. C'est pas forcément pratique d'ailleurs avec des touches tactiles comme ça, mais c'est accessible depuis la place passager avant. Ensuite, en partie inférieure de cet écran, on va retrouver une série de boutons, certains d'entre eux agissant sur les commandes de climatisation situées en permanence au bas de l'écran. Si je prends par exemple ici la puissance de la ventilation, vous voyez qu'on est sur 1 ici. Si j'appuie sur 1, il ne se passe rien. Par contre, je peux commander ici pour augmenter ou diminuer la puissance de la soufflerie. Idem pour la température, ici il ne se passe rien. Ça va se passer ici. On peut synchroniser ou non les deux zones ici. Par contre, ici il y a des embuages maximum à l'avant ou à l'arrière. Auto, on a le recyclage d'air, la climatisation sur maximum et puis ici l'orientation des bus de ventilation. Donc ça va agir ici, vous le voyez. Et on a par contre sur toutes ces touches ici qui n'agissent pas ici en haut, et bien ici en haut des touches qu'on va pouvoir directement utiliser, comme ici par exemple les sièges chauffants à l'avant sur cette finition. Attention, c'est pas de série sur toutes les finitions évidemment. Plus en avant par rapport à cette petite réglette, on a à gauche les feux de détresse et puis à droite le verrouillage centralisé. En dessous, une zone de recharge par induction qui est disponible à partir du deuxième niveau de finition. La console centrale ensuite avec un grand espace de rangement modulable, un petit peu à la Volkswagen, dans lequel se trouve un porte-gobelet. Alors un porte-gobelet principal et puis un porte-gobelet secondaire qu'il est possible de reconstituer à partir des éléments que vous allez pouvoir changer de place. Plus en arrière, un petit vide-poche avec deux prises USB-C, ça se passe juste ici, et puis la coudoir centrale enfin sous lequel se trouve un petit espace de rangement. Il n'est pas bien grand, il n'est pas bien profond, il n'y a pas de prise supplémentaire là en dessous et il n'est pas recouvert d'antidérapant, mais il est là. C'est déjà ça. La boîte à gants, enfin, pas gigantesque. On n'oublie pas en partie supérieure le rétroviseur caméra sur ce niveau de finition. Rétroviseur caméra que vous pouvez bien sûr basculer pour obtenir un rétroviseur classique. Dans cette voiture, au niveau du système d'infodivertissement, eh bien, on a Open Airlink 12 avec Google Built-in. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système, il est piloté par Android Automotive. Alors, faut pas confondre Android Automotive avec Android Auto et Apple CarPlay. Android Auto, Apple CarPlay, c'est simplement une duplication sur l'écran d'infodivertissement de la voiture, et bien de ce qui se trouve sur votre téléphone, alors que Android Automotive, c'est Android qui pilote l'entièreté du tableau de bord de la voiture avec une intégration du meilleur de Google, c'est-à-dire Google Maps, vous le voyez ici, l'assistant Google qui se trouve ici en dessous, etc., etc. Donc là, on a vraiment quelque chose de très très à la pointe en matière notamment de précision au niveau des trajets, des temps de parcours, des recharges, du planificateur d'itinéraire. On ira virtuellement à Marseille dans un instant, vous verrez, c'est assez convaincant. Donc ça n'a rien à voir avec Android Auto, Apple CarPlay, c'est vraiment l'entièreté de la voiture qui est pilotée par Google et franchement l'intégration elle est toujours excellente, comme d'ailleurs chez Volvo, comme d'ailleurs chez Polestar et chez d'autres de plus en plus d'ailleurs qui font confiance à Google et qui viennent mettre simplement leur surcouche, leur look and feel comme on dit, c'est-à-dire que visuellement ça ressemble à une voiture de la marque, mais en fait derrière le moteur, c'est le
moteur de Google, exactement comme ça se présente sur les smartphones, où vous avez des smartphones Samsung, Huawei, etc. Et en fait, à l'intérieur, c'est toujours le moteur de Google. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Notez que OpenAirLink 12, c'est sur les niveaux de finition supérieurs. En entrée de gamme, ce sera l'OpenAirLink 9. On a donc Apple CarPlay, Android Auto qui fonctionne sans fil également. Ça, c'est très très bien. En termes de fluidité, d'ergonomie, c'est excellent. On a systématiquement, je vous le disais ici, des commandes qui restent par rapport au chauffage, climatisation, siège chauffant, volant chauffant, etc. selon les versions et les équipements évidemment. Ici en partie supérieure, directement accessible, des raccourcis. Là, on est maison. On a les deux petits widgets ici en dessous. Ici, on arrive sur la partie audio. Vous voyez, c'est très simple. Et dans cette simplicité, ces menus qui ne sont pas des menus très confus, très touffus, etc., je retrouve un peu ce que je retrouve avec Google dans ma Polestar 2. C'est-à-dire, voilà, des grosses icônes, des gros menus, des menus simples, évidents, on ne s'y perd pas. C'est très facile de naviguer à l'intérieur. Donc ici, partie audio, c'est on ne peut plus clair. Ici, partie téléphone. Ici, les applications. Vous allez pouvoir ajouter les applications directement au tableau de bord de votre voiture, comme Waze, par exemple, comme Spotify par exemple, comme Radio Player par exemple, et donc vous n'aurez même pas besoin d'avoir votre téléphone dans la voiture pour accéder à Waze, pour accéder à Spotify, pour accéder à la radio via Radio Player. Non, tout ça sera intégré au tableau de bord de votre voiture et ça c'est vraiment pratique. Donc là, application et puis ici, menu voiture. Alors dans ce menu voiture, vous voyez, on a la partie électrique ici, avec l'énergie. Là, par exemple, il y a la climatisation, on est à l'arrêt, la climatisation fonctionne, donc on a effectivement cette petite animation, des programmes et également programmes de recharge, de mise à température, etc. La recharge maximale, on constate ici qu'on a un conseil, c'est 80%. On peut aller sur voyage, dans ce cas-là, ce sera 100%, mais vous voyez qu'au quotidien, Renault conseille 80%, comme la plupart des voitures d'ailleurs équipées d'une batterie NMC. Et puis on a les réglages ici. Alors ça c'est l'avertisseur sonore piéton. J'en parlerai sur la route, mais on a du Jean-Michel Jarre. Voilà, chez BMW, on a du Hans Zimmer. Et bien ici on a du Jean-Michel Jarre. Je vous dirai ce que j'en penserai, ce que j'en pense tout à l'heure sur la route, mais vous le savez sans doute déjà si vous êtes des fidèles de Charging Station. Ici, les modes du Multisense qu'on évoquait sur le volant, ils sont ici directement disponibles et vous avez possibilité de les configurer ici, moteur, effort de direction, dynamique véhicule, etc. Et par rapport à la vie à bord, l'ambiance lumineuse, intensité lumineuse, climatisation. Alors ça c'est pour le mode perso, mais si je vais sur le mode confort, eh bien remarquez que je peux aussi alors le moteur sera d'office confort évidemment, sinon les modes de conduite n'ont plus lieu d'être, mais au niveau de la dynamique véhicule, l'effort de direction, au niveau de la vie à bord, et bien ça je peux quand même les modifier. Donc il y a quand même du perso dans les trois qui ne sont pas perso, donc confort, éco et sport. Ensuite on a en partie inférieure, je le disais, électrique, la caméra 360, on y revient dans un instant, le parking main libre, les sièges avec des lombaires actifs ici sur cette finition. Et quand vous êtes en train de recharger, eh bien, il vous affiche ça et il vous dit tiens, vous êtes en train de recharger, vous êtes dans la voiture. Est-ce que vous voulez la position de repos? Et dans ce cas-là, le siège s'abaisse et s'étire un petit peu. Ça, c'est sympa également pendant une session de recharge. La qualité de l'air, on a un vrai purificateur d'air dans cette voiture. Ça fait plaisir également. My Driving, ça va être les scores, les éco-scores, les scores de conduite, etc. ainsi que la consommation d'énergie. On a les aides à la conduite ici. Alors ça, les aides à la conduite, eh bien, on en reparlera certainement sur la route, mais pour retirer les fameux petits bips, eh bien, Renault a trouvé une solution qui est d'avoir un menu complet que vous allez pouvoir rappeler quand vous le souhaitez à partir d'une touche qui est sur le tableau de bord tout à fait à gauche, la touche My Safety Perso. Ça veut dire que l'obligation de la marque, c'est de tout activer au démarrage, comme tous les constructeurs, ils sont obligés d'activer toutes les aides et tous les bips au démarrage systématiquement. Par contre, via la petite touche ici, vous allez appuyer 2 fois et hop,
Voilà, vous allez passer en perso. Et en perso, que vous aurez configuré au préalable, vous pouvez dire je veux pas d'alerte sonore de survitesse, je veux pas de son de changement de limitation. Et puis vous avez prévention de sortie de voix, etc., que vous pouvez activer ou pas. Mais les deux les plus casse-pieds en général, c'est alerte sonore sur vitesse, alerte son de changement de limitation. Et vous le voyez donc simplement en configurant ça une fois pour toutes. Et dès que vous rentrez dans la voiture, deux petites pressions ici à gauche, bam, ça passe en perso et vous éliminez tout ce que vous souhaitez éliminer et vous gardez tout ce que vous souhaitez garder. C'est une formule qui est plutôt intéressante, même si j'aurais préféré un petit bouton sur le volant plutôt que de devoir quitter le volant et aller pousser sur ce bouton. Mais voilà, c'est un moindre mal, c'est pas si grave. Donc les aides à la conduite, confort ici également, distance de suivi, régulateur adaptatif par rapport au tracé de la route, etc. On peut également limitation et régulation qui s'adaptent aux limitations de vitesse. Mais ça, comme les limitations de vitesse en général sont mal lues, je l'utilise jamais. Quelle que soit la voiture d'ailleurs, il n'y a aucune voiture qui lit les panneaux correctement parce que généralement la signalisation routière est mal placée. On a ici tout ce qui est parking, on revient plus en arrière, on a donc le véhicule, on y était, les réglages qui seront les réglages plus profonds, réseau, connexion Bluetooth, etc. Bref, je trouve que ce système, il est vraiment intuitif, vraiment bien fait, vraiment clair en fait, clair à utiliser et ça au quotidien et certainement quand on a un tout à l'écran ou presque hein, comme ici, il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'écran donc il faut que ce soit simple, évident à utiliser. Alors la caméra 360 disponible sur cette version propose une définition qui est très correcte. Ici notez qu'il y a quand même des angles morts qui sont assez importants devant et derrière, ça c'est un petit peu dommage et alors si on souhaite aller un petit peu plus loin, on peut appuyer ici pour avoir notamment cette vue ici. On peut avoir cette vue-ci également à gauche, à droite. Si vous êtes dans une entrée de parking avec des grosses bordures à gauche et à droite, ça va vous rassurer. Et puis on a ici cette vue à 360 degrés qui, elle, ne sert pas à grand-chose. Certainement avec un espace grisé aussi important hein, autour de la voiture, c'est pas le but. Donc voilà, pour moi cette vue-là, elle sert pas à grand-chose. Par contre, pour le reste, ce serait effectivement très convaincant. Voilà, donc c'est le système de caméra 360 qui est disponible en option évidemment. Et puis alors évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à Marseille. La voiture elle est chargée à 52%, donc on est à peu près à la moitié de la recharge, de la capacité de la batterie. Marseille, on va l'introduire ici. Voilà, directement, il l'a trouvé. Ça calcule très vite. Recherche des arrêts de recharge, bam, ils sont trouvés. Vous voyez que c'est hyper rapide et là, on a le meilleur de Google. Je retrouve exactement ce que j'ai dans ma Polestar 2 avec combien vais-je arriver, combien d'arrêts de recharge, combien après la recharge, le temps total avec les arrêts compris, etc. Si je veux ici les détails des arrêts de recharge, j'ai tous les arrêts de recharge ici. Je peux voir que dans cette station Ionity à Montélimar par exemple, eh bien ici, voilà, il y a exactement ceci qui est disponible. Est-ce qu'on peut manger, les services à proximité, etc. C'est vraiment très bien. Si vous voulez un aperçu de ce système de Google Maps via le système Android Automotive, je vous invite à aller voir le trajet que j'ai fait vers l'Allemagne, trajet aller-retour avec ma Polestar 2, mais j'ai utilisé ce système, vous allez voir, c'est hyper précis. Le système est juste légèrement pessimiste, ça veut dire que vous arrivez toujours avec un petit peu plus de batterie que ce qui vous avait annoncé au départ, et ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment très chouette à utiliser. Ici donc 4 arrêts. Alors on se souvient de la semaine dernière, bon, je pense que si on était à 100%, je pense qu'on pourrait se contenter de sans doute 3 arrêts ou en tout cas 4 mais un petit peu moins long. On se souvient la semaine dernière, on avait des arrêts de 20 minutes à peu près avec l'Audi Q6 e-tron et sa technologie 800 volts. On est en 400 volts ici, on aura des arrêts qui sont forcément du coup un petit peu plus longs. 37 minutes, 43 minutes, 31 minutes et 35 minutes pour un temps total de 12 heures et 4 minutes. Voilà ce qu'on peut dire avec ce système. Malheureusement, on ne va pas pour de vrai à Marseille. Petit coucou si vous nous écoutez depuis Marseille. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous nous écoutez depuis le sud de la France et notamment la région de Marseille. Bien belle région d'ailleurs. Voilà pour ce qui est de la description du système d'infodivertissement. On va maintenant se retrouver sur la route.
Contrairement à l'Audi Q6 e-tron essayé la semaine dernière et qui disposait lui d'un bouton de démarrage facultatif, le Scenic E-Tech électrique lui ne vous dispensera pas de l'utiliser, c'est un petit peu dommage. Une pression sur ce bouton, vous levez ou vous baissez le sélecteur de vitesse suivant que vous voulez la marche arrière ou le mode drive et puis vous démarrez. D'emblée l'avertisseur piéton bien trop présent, je l'ai déjà dit dans la vidéo premier trajet, vient un petit peu casser en ville le silence que s'efforce de proposer la bonne isolation acoustique dans cette voiture, sans que ce ne soit insupportable non plus, hein, toute proportion gardée. Renault, les piétons, ils sont dehors. Pourquoi rendre ce bruit envahissant à l'intérieur de l'habitacle? Je ne parle pas uniquement de cette voiture, dans la Zoé c'est la même chose et à ma connaissance dans toutes les Renault équipées d'un avertisseur piéton, c'est toujours trop audible depuis l'intérieur. Non, l'avertisseur piéton c'est pour les piétons, à l'intérieur on veut du silence. Les très beaux sièges qui équipent cette voiture et qui apportent énormément de lumière dans l'habitacle, eh bien, ils sont en imitation cuir et tissu recyclé avec surpiqûre gold. C'est vraiment du plus bel effet, hein. Ça vient un petit peu contrebalancer le côté un petit peu cheap de certains plastiques dans cet habitacle. Alors, le siège conducteur, il est à réglage électrique. Les deux sièges avant sont chauffants sur cette finition iconique. Et puis, on a également un soutien lombaire actif sur le siège conducteur. Par contre, le siège passager, lui, c'est full réglage manuel. Pour les sièges dans ce Scenic, franchement, c'est tout de même une belle gommette verte à l'heure de la rentrée. De série ou en option en fonction du niveau de finition, tout ce que vous pourrez attendre d'une voiture en 2024 en matière d'aide à la conduite est bien évidemment disponible dans ce Scenic E-Tech électrique. Alors ici, je l'ai dit, on a la finition haut de gamme iconique, on a donc la totale, régulateur de vitesse intelligent avec centrage sur la voie de circulation, avertisseur d'angle mort, avertisseur actif de sortie de stationnement en marche arrière, mais également tout ce qui est proposé de série sur toutes les versions, comme l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte de somnolence, l'alerte de distance de sécurité, le freinage d'urgence, etc., etc., etc. Et puis c'est pas tout, comme on a ici en plus le pack Augmented Vision, j'ai droit en plus au rétroviseur intérieur caméra, au Easy Park Assist et à la vue à 360 degrés, donc c'est vraiment la totale. Alors est-ce que tout ça fonctionne bien? Globalement, oui. Le seul petit bémol, ça va être la conduite assistée. Parfois, elle met un petit peu de temps à choper le centrage sur la voie de circulation, mais c'est vraiment pour chipoter parce que c'est vraiment très très bien. Et puis, mention spéciale pour ce bouton que je vous ai décrit tout à l'heure, le bouton My Safety Perso qui permet au démarrage d'activer votre profil d'assistance et donc de couper tout ce qui vous dérange en une fois. Ça, c'est vraiment pas mal, même si j'aurais voulu le petit bouton sur le volant plutôt que là. Mais là aussi, c'est un petit détail. Une voiture au comportement sain, mais qui peut aussi se montrer un petit peu plus dynamique qu'imaginé dans les limites de la motricité offerte par sa configuration avec moteur avant. Voilà comment je qualifierais le comportement et l'agrément de conduite au volant de cette voiture. Alors oui, c'est un SUV familial avant tout, mais c'est aussi une voiture qui, comme toutes les voitures électriques bien construites, donne le sourire à son conducteur. Les aides à la conduite ne sont pas trop intrusives, elles ne viennent jamais donner un coup de canif dans ce plaisir de conduire, mais quand le train avant aura un petit peu de mal à faire passer le couple, parce que voilà, ça reste une traction et couple de l'électrique, ça fait pas bon ménage en général, et bien là, ces aides à la conduite mettront tout de suite les limites. Un comportement finalement rassurant. Et c'est ça qu'on veut finalement au quotidien pour une voiture familiale, un comportement rassurant pour beaucoup qui vont certainement préférer le côté sécurité au quotidien plutôt que de jouer avec les limites en mode course de côte. Si on met de côté l'avertisseur piéton, on en a déjà parlé, eh bien le Scenic E-Tech électrique, franchement, c'est une voiture qui est vraiment silencieuse. Les bruits de roulement sont très très bien maîtrisés et sur voie rapide, seuls quelques remous aérodynamiques au niveau des rétroviseurs extérieurs vont se faire entendre. Mais là aussi, franchement, rien de catastrophique, bien loin de là. Renault a fait ce qu'il fallait pour faire de son Scenic une vraie voiture à vivre en silence, autant que faire se peut en tout cas. Et c'est vraiment pas mal. Dans cette voiture d'essai en finition haut de gamme iconique, on a droit à un système Harman Kardon à 12 haut-parleurs qui délivre 485 watts et propose 5 ambiances prédéfinies, 5 signatures sonores spécifiques. Le tout fonctionne vraiment très très bien. Rien à dire sur ce point. Vous souhaitez tracter une charge avec votre Scenic E-Tech électrique, et bien si la charge est freinée, vous pourrez monter jusqu'à 1100 kg, quelle que soit la version. Si la charge n'est pas freinée par contre, ce sera la norme. Là aussi, sur toutes les versions, c'est la même chose, 750 kg.
Le diamètre de braquage, c'est 10,92 mètres, 10,92 mètres. Et c'est vraiment une très bonne valeur dans cette voiture. Dans la pratique, il s'en sort très bien en ville, dans les parkings, globalement dans les espaces exigus. À aucun moment cette semaine, je n'ai pesté contre un manque de maniabilité. Bien au contraire d'ailleurs, à plusieurs reprises, j'ai été surpris plutôt positivement au moment de manœuvrer avec cette voiture. Il faut dire qu'au niveau des aides, j'étais gâté. J'avais le système de caméra à 360 degrés et c'est vrai que diamètre de braquage relativement réduit plus système de caméra à 360 degrés, c'est un peu le combo parfait. Non, il n'y a pas de vraie conduite à une pédale dans ce Scénic E-Tech électrique parce qu'on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, mais d'une part, le ralentissement, quand il est réglé sur maximum via les palettes derrière le volant, il y a 4 niveaux au total, il est très convaincant, super intuitif à utiliser au quotidien. Et puis d'autre part, le réglage reste en mémoire d'un trajet à l'autre. Vous ne devrez donc pas jouer en permanence avec les palettes pour resélectionner votre réglage préféré, si c'est maximum. Il sera toujours là, donc ça c'est bien. Aller jusqu'à l'arrêt complet, ne pas devoir donner le dernier petit coup de frein, oui, ça aurait été un petit plus, ça m'aurait rempli de joie, mais en tout cas avec le système tel qu'il est proposé ici, je dois quand même avouer que je suis très proche en termes de sensations de ce que j'expérimente au quotidien dans ma Polestar 2, chez Tesla, chez Volvo. Bref, c'est pas parfait, il n'y a pas la vraie conduite à une pédale, mais on est vraiment à ça. Un éclairage full LED, évidemment, mais pas de phare matriciel dans cette voiture. L'allumage est automatique, évidemment, tout comme si vous le souhaitez, le basculement des feux de route aux feux de croisement et inversement, grâce à l'extrémité du commodo de gauche, on l'a vu. Alors, rien à dire, tout fonctionne bien. La seule question est de savoir si franchir le pas de phare matriciel adaptatif eût été un vrai plus indispensable dans cette voiture. Chacun se fera sa petite idée. Perso, j'adore les phares adaptatifs sur ma Polestar 2, mais très honnêtement, après cette semaine à bord de cette voiture qui n'en était pas équipée, je dois dire que ça m'a pas dérangé non plus, du moment que tout s'allume et bascule tout seul et que ça fonctionne bien, ce qui est le cas dans cette voiture, tout va bien. L'autonomie théorique de cette voiture entre 606 et 623 km cycle mixte norme WLTP avec cette version grande autonomie du Scénic E-Tech électrique. Alors j'ai opté la plupart du temps et comme à chaque fois pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique et cette semaine il a fait entre 12 et 24 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble du test j'ai parcouru un petit peu plus de 600 km et je suis arrivé à une moyenne étonnante de 17,4 kWh au 100 seulement avec cette semaine 40% des trajets sur autoroute quand même, c'est moins que d'habitude mais quand même, et puis durant une partie de la semaine que j'étais partiellement en congé, 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien. Alors selon mes conditions de circulation avec autoroute à 40% cette semaine et les conditions météo plutôt idéales de cette semaine, je vais pouvoir parcourir précisément 500 km réels sur une seule charge, puisque si vous multipliez 17,4 par 5, vous obtenez précisément 87, c'est-à-dire la capacité utile de la batterie de cette voiture. Alors, vous n'irez jamais jusqu'à 0, donc dans la vraie vie, ce sera un petit peu en dessous de 500 km réels sur une seule charge, mais c'est vraiment confortable. Sur autoroute, ma consommation tournait aux alentours de 21 kWh. En ville, par contre, on était vraiment très bas. Je me rapprochais parfois des 10-11 kWh au 100 et même à 70 km/h. Donc ça, c'est vraiment top. Je n'ai fait que, attention, des parcours en pleine journée cette semaine, et ça, c'est à préciser. Normalement, dans mes trajets habituels, je commence très tôt le matin, et donc je pars à 5h, 5h20 du matin. Là, je partais vers 8h, 9h, donc forcément, la température est pas tout à fait la même. Et je le disais, il a fait particulièrement bon cette semaine. Donc, on peut pas vraiment comparer avec ce que j'ai connu sur d'autres essais dans mes conditions normales d'utilisation. Le i3008, par exemple, je l'ai pas du tout utilisé dans les mêmes conditions de météo, de vitesse sur autoroute. Donc on peut pas vraiment comparer. Autre chose également, c'est que cette semaine, j'ai eu pas mal de travaux sur l'autoroute, donc des zones à 70 km/h sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc forcément, à 70 km/h, ça consomme rien par rapport à 120 km/h. Donc là aussi, c'est pas les conditions normales d'utilisation. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. En tout cas, je pense avoir été régulièrement dans des conditions idéales en termes d'efficience par rapport à cette voiture et ce qu'elle peut proposer, conditions idéales de température et de vitesse. Et donc forcément, j'obtiens cette consommation qui est très basse. Je sais que d'autres ont obtenu des consommations nettement plus élevées, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai obtenu, donc je ne peux pas l'inventer. 17,4 kWh au 100 avec tout de même 40% d'autoroute, de vraie autoroute, c'est franchement pas mal.
Me voici de retour à l'extérieur pour vous parler du prix de ce Renault Scénic E-Tech électrique en Belgique, en France et en Suisse. On va démarrer par la Belgique avec la finition d'entrée de gamme et la motorisation d'entrée de gamme disponible à partir de 39 950 €. Le deuxième niveau de finition, c'est le niveau Techno, facturé 42 650 € avec la petite batterie et 46 950 € avec la plus grosse. Et puis ensuite, vous avez le choix, soit Esprit Alpine à 49 200 ou Iconic à 51 450 €. C'est la version essayée cette semaine. Mais dans les deux derniers cas, donc Esprit Alpine ou Iconic, ce sera d'office avec la plus grosse batterie et donc la version la plus puissante. En France, les prix sont compris entre 35 990 € pour la version la moins puissante en finition d'entrée de gamme et 48 490 € pour la version grande autonomie en finition Techno option Iconic. Iconic et Esprit Alpine étant des options dans l'Hexagone pour, j'imagine, des questions d'éligibilité au bonus. Comme en Belgique, ces deux finitions supérieures sont réservées à la version de 220 chevaux. En Suisse, enfin, seule la version de 220 chevaux équipée de la grosse batterie est disponible sur le configurateur en ligne au moment de boucler cet essai. Vous débourserez entre 43 700 et 49 700 francs en prix de base hors option pour vous offrir l'une des 4 finitions disponibles. Concernant cette voiture d'essai, c'est une version long range en finition Iconic qui démarre à 51 450 € ici en Belgique. Vous ajoutez le chargeur de 22 kW, le pack Augmented Vision dont je vous parlais tout à l'heure avec entre autres la caméra 360 et le rétroviseur intérieur caméra. Nous avons le toit noir également en option sur cette voiture ainsi que le blanc nacré et vous obtenez son prix final 55 290 €, 55 290 € ici en Belgique. Surfez vous aussi sur le site internet de Renault qui correspond à votre pays. Configurez votre Renault Scénic E-Tech électrique idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises, pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, le leasing opérationnel avec tous les avantages au quotidien en termes de gestion, en termes de déductibilité. Eh bien, c'est maintenant disponible également pour les particuliers. C'est le private lease, le leasing pour les particuliers avec les mêmes avantages. Alors non pas en termes de déductibilité, ce serait trop beau, mais en termes de gestion financière, vous avez une mensualité à payer tous les mois, du premier au dernier mois. Le dernier mois, vous rendez la voiture et les clés et c'est terminé. Vous n'avez à vous soucier de rien pendant toute la durée du contrat, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est vous qui décidez et tous les mois, effectivement, vous profitez de la voiture, vous passez la voiture à l'entretien, vous profitez de la voiture sans devoir payer les taxes ou encore sans devoir payer l'assurance puisque tout ça est compris dans le montant que vous payez mensuellement. Et ça, en termes de gestion financière au quotidien, c'est vraiment sympa. Alors bien sûr, les mensualités, elles sont plus élevées qu'un remboursement traditionnel de crédit, mais un remboursement de crédit, vous avez régulièrement des pics quand vous allez devoir changer les pneus, passer la voiture à l'entretien, payer l'assurance, etc., etc. Là, c'est un peu plus élevé, mais vous avez un montant qui est lissé finalement sur l'entièreté, des coûts qui sont lissés sur l'entièreté de la durée du contrat, et donc un montant qui est le même du premier au dernier mois. N'hésitez pas à demander une offre, ça n'engage à rien. Vous vous rendez pour ça sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, allez faire un tour sur le site internet d'Autoscout24. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Autoscout24, partenaire de Charging Station, je les salue d'ailleurs. Et Autoscout24, eh bien, qui va peut-être vous permettre d'avoir rapidement une voiture. C'est un petit peu le but. 100 000 voitures sont disponibles actuellement sur Autoscout24. Il y en a forcément une ou même plusieurs qui vont répondre à vos critères, à ce que vous recherchez précisément. Vous allez pouvoir rentrer tout ça sur le moteur de recherche et en retour, vous recevez une sélection de voitures qui correspondent à ces critères. Plus vous rentrez des critères précis, plus vous aurez des voitures qui correspondent le plus précisément possible à ce que vous aurez rentré comme critère et donc à vos attentes. Alors sur Autoscout24, il y a évidemment des voitures d'occasion, mais aussi des voitures très récentes, des voitures neuves, des voitures électrifiées et bien sûr des 100% électriques. Donc sur Autoscout24, le site internet, vous pourrez faire votre choix concernant votre prochaine voiture, mais également sur l'application Autoscout24. Ça c'est tout Autoscout24, mais au creux de la main. Vous allez pouvoir, de la même manière que sur le site internet, eh bien, rentrer les critères de la voiture qui vous intéresse
Et vous recevrez en retour une liste de voitures qui correspondent à ces critères exactement comme sur le site internet d'Autoscout24. Donc n'hésitez pas à télécharger cette application disponible sur l'App Store et le Play Store de Google. Et vous aurez comme ça Autoscout24 au creux de la main dans votre poche en permanence. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez faire reprendre votre voiture actuelle via le site internet d'Autoscout24. Vous rentrez les caractéristiques de votre véhicule actuel et vous recevrez en retour une offre de reprise. Voilà, ceci étant dit, n'hésitez pas à aller faire un tour sur autoscout24.be, un petit tour n'engage à rien, autoscout24.be pour la Belgique ou autoscout24.fr pour la France. Alors au final, en conclusion, ce Renault Scénic E-Tech électrique mérite-t-il son titre de voiture de l'année 2024 ? Incontestablement, au terme de cette semaine d'essai, la réponse, c'est oui. Une ligne séduisante, de l'espace à bord, un volume de chargement convaincant, des performances qui sont largement suffisantes et même au-delà, une consommation maîtrisée, un bon niveau de récupération d'énergie, si on le souhaite, au lever de pied de l'accélérateur, et puis enfin un intérieur ergonomique avec Android Automotive qui fonctionne vraiment bien. Au rayon des améliorations possibles, on notera l'absence de réelle conduite à une pédale, puisque le ralentissement, aussi convaincant soit-il quand on lève le pied de l'accélérateur, ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, un intérieur aux matériaux quelconques, à pas mal d'endroits, trop d'endroits, l'obligation de pousser sur le bouton de démarrage alors que la voiture se réveille quand on s'installe au volant, mais ne démarre pas, c'est dommage, et puis le petit à-coup au démarrage quand elle relâche le auto-hold, c'est des petits détails finalement, mais ne dit-on pas que ce sont les détails qui font toute la différence. Nul doute que ce Scénic va encore s'améliorer pour tendre vers le sans faute avec des mises à jour possibles over d'hier. Pas de doute, c'est définitivement une voiture qui mérite qu'on s'y intéresse. Je lisais d'ailleurs le commentaire de l'un d'entre vous sous la vidéo premier trajet cette semaine et le commentaire disait voilà que maintenant je m'intéresse à un Scénic. Eh bien oui, et il le mérite, clairement. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, on l'a dit, ce sera l'essai de la Mini Cooper en version E, finition John Cooper Works. Prochain essai électrisant à découvrir sur Charging Station. Ensuite, on ira en Chine, chez Xpeng, avec le gros G9, un maxi SUV qui se recharge à la vitesse de l'éclair. On vérifiera ça, évidemment, sur Charging Station. Plus tard, il y aura d'ailleurs aussi son petit frère, le G6. On ira chez Volkswagen, une voiture qu'on a déjà essayée sur Charging Station. C'est la Volkswagen ID7, mais là ce sera la version Tourer, ce sera la version Break. On ira chez Ford, ça y est, c'est confirmé, le Ford Explorer version EV, pas l'Explorer qu'on connaissait jusque-là chez nous. Le Ford Explorer qui est basé sur la plateforme de Volkswagen, la plateforme MEB du Volkswagen ID4. On l'essaiera aussi sur Charging Station. Une marque qui n'est pas encore disponible chez nous, mais ça arrive, Zeekr, avec le petit modèle, la 001, ce sera plus tard, là ce sera le Zeekr X qui sera laissé sur Charging Station. Autre modèle très intéressant, ça arrive dans les prochaines semaines, ce sera chez Kia, le Kia EV3, un petit SUV avec une maxi autonomie au-delà de 600 km. Ça aussi, on l'essayera bientôt sur Charging Station. Et puis, toujours chez Kia, ce sera l'essai de la Kia EV6. La Kia EV6 qui a été restylée et améliorée, notamment la signature à l'avant. Moi, j'étais un peu moins convaincu de ces LED, cette signature LED qui était en pointillé comme ça. Là, maintenant, on a une belle signature LED et vous allez pouvoir découvrir ça et toutes les autres nouveautés sur ce modèle, prochainement sur Charging Station, c'est confirmé également. Il y en aura d'autres dont on a déjà parlé, la Polestar 3, la Renault 5, etc. Ça, ce sera avant de la fin de l'année. C'est promis, Polestar 4 également. Bref, pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci d'être fidèle à Charging Station. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications et à bientôt.